Imaginez que vous passez 12 ans à préparer la meilleure offre commerciale de votre vie. Vous étudiez votre client, vous adaptez votre produit, vous envoyez des délégations, vous organisez des démonstrations, vous attendez. Et le jour où la décision tombe, vous apprenez par un tweet que votre client a choisi quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont le produit coûte 2 fois plus cher et dépend d'une autorisation extérieure pour même fonctionner. C'est exactement ce qui s'est passé entre la Colombie et Dassault Aviation en avril 2025. Et ce paradoxe apparent cache une mécanique industrielle que très peu de gens comprennent vraiment. La Colombie cherchait depuis longtemps un chasseur moderne pour renouveler sa flotte. Le Rafale était dans la course. 12 ans de discussions, d'évaluations, de comparaisons techniques. Puis le président Petro publie un message sur les réseaux sociaux. Son pays a choisi le Gripen suédois. 17 appareils pour un montant qui, au moment de la signature du contrat en novembre 2025, se situait quelque part entre 3 milliards 100 millions et 4 milliards 400 millions d'euros selon les sources consultées. Ce qui place le coût par avion entre 182 et 250 millions de dollars. Pour un chasseur léger monomoteur, prenez le temps de laisser ce chiffre vous parler. Un Rafale au standard le plus avancé, avec son radar à balayage électronique, son système de guerre électronique complet et sa capacité nucléaire, coûte environ 121 millions d'euros à l'export. La Colombie a donc payé significativement plus cher pour un appareil structurellement moins capable. Comment est-ce possible? Pour comprendre, il faut regarder sous le capot du Gripen. Pas le capot métallique de l'avion, mais le capot juridique et industriel. Le Gripen est assemblé en Suède, certes. Son radar porte une marque suédoise. Sa communication officielle respire la neutralité scandinave et l'indépendance nordique. Mais son cœur, son réacteur unique, est un General Electric F414, un moteur américain fabriqué dans le Massachusetts. Et ce détail change absolument tout. Parce qu'aux États-Unis, il existe un règlement fédéral appelé ITAR pour International Traffic in Arms Regulations. Ce règlement donne à Washington un droit de regard sur toute exportation ou réexportation de technologies contenant des composants américains. Pas seulement les armes, pas seulement les avions entiers, les composants. Un seul composant américain dans un système suffit à soumettre sa vente à une autorisation préalable du département d'État, sans limite de temps, sans obligation de justification, sans recours possible. Imaginez que vous achetez une voiture, mais que le constructeur ne possède pas la clé. Chaque fois que vous voulez démarrer, vous devez appeler un tiers qui peut dire oui, dire non ou poser des conditions. C'est exactement la situation dans laquelle se retrouve tout pays qui achète le Gripen. Et la Colombie l'a appris de la manière la plus concrète qui soit. En février 2025, un mois avant l'annonce officielle du choix de Bogota, l'administration Trump refuse la licence de réexportation du moteur F414 vers la Colombie. Washington veut vendre son propre chasseur, le F-16 Block 70, et il utilise son veto sur le moteur du Gripen comme levier. Le directeur commercial de Saab prend alors la parole publiquement sur les réseaux sociaux pour démentir l'information. Un responsable de ce niveau, qui monte au créneau personnellement en pleine compétition commerciale, ça ne ressemble pas à une communication maîtrisée. Ça ressemble à une gestion de crise. La Colombie a donc signé pour un avion dont le constructeur lui-même ne contrôle pas la livraison du moteur, dont le prix a presque doublé entre l'annonce en avril et la signature en novembre, et dont chaque mise à jour logicielle future dépendra d'une autorisation diplomatique américaine. Si vous pensez que c'est le cas le plus surprenant de 2025 dans le monde de l'aviation de combat, attendez la suite. Pendant que Bogota signait son contrat Gripen à 8000 km de là, l'Arabie Saoudite se trouvait elle aussi face à un choix historique. En octobre 2023, Riyad avait transmis à Dassault une demande de proposition pour 54 Rafales. C'était une première absolue. Depuis un demi-siècle, le royaume achetait ses chasseurs exclusivement aux Américains et aux Britanniques. Le Rafale n'avait jamais franchi cette porte, mais quelque chose avait changé dans les priorités saoudiennes, et ce quelque chose tenait en un mot, souveraineté. Les exigences de Riyad étaient de clair. Pas de composants allemands, pas de composants américains, deux conditions qui éliminent automatiquement le Typhoon, parce que l'Allemagne bloque ses exportations vers l'Arabie Saoudite depuis des années, au point que des contrats signés par le Royaume-Uni restaient de bloquer parce qu'une seule des 4 nations partenaires du programme avait dit non. 4 drapeaux sur un même avion, c'est 4 vétos potentiels. Le Rafale, lui, cochait les 2 cases. Aucun composant étranger, aucune dépendance cachée, aucune autorisation à demander à qui que ce soit. Emmanuel Macron se rend personnellement à Riyad en décembre 2024. Les analystes commencent à calculer. 54 appareils à 120 millions d'euros chacun, plus d'1 milliard de dollars en soutien et formation. Certaines projections évoquent une commande pouvant atteindre 100 ou 200 appareils à terme. Puis Donald Trump revient à la Maison-Blanche. En mai 2025, il annonce un paquet d'accords militaires de 142 milliards de dollars avec Riyad, dont 48 F-35. L'Arabie Saoudite dépend militairement de Washington pour sa sécurité dans le Golfe. Refuser l'offre du protecteur n'est pas une option politique réaliste. Le dossier Rafale glisse vers le fond d'un tiroir ministériel saoudien. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début du chapitre le plus révélateur.
En janvier 2026, Reuters révèle que Riyad négocie l'achat de chasseurs JF-17 Thunder avec le Pakistan pour 4 milliards de dollars. Le JF-17 est un avion développé conjointement par la Chine et le Pakistan. Son moteur est un Klimov RD-93 fabriqué en Russie. Son radar est chinois, ses missiles sont des PL-15 de fabrication chinoise, les mêmes qui ont été impliqués dans des engagements aériens au-dessus du Cachemire en mai 2025. Le coût unitaire tourne autour de 25 millions de dollars, soit 5 fois moins qu'un Rafale. En apparence, c'est une bonne affaire. En réalité, l'Arabie Saoudite est sur le point de s'équiper simultanément de chasseurs américains, britanniques et d'un avion sino-pakistanais à réacteur russe. 3 chaînes d'approvisionnement, 3 dépendances géopolitiques, 3 guichets différents à satisfaire pour maintenir ces appareils en état de vol. 0 souveraineté supplémentaire par rapport à la situation d'avant. C'est ici que quelque chose d'intéressant se passe du côté français. Pendant tous ces épisodes, Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, n'a pas lancé de contre-offensive commerciale. Pas de communiqué de presse regrettant les décisions de Bogota ou de Riyad. Pas d'appel téléphonique d'urgence. Ce silence n'est pas de l'indifférence. C'est la conséquence directe d'une situation industrielle que les résultats publiés en mars 2026 rendent parfaitement lisibles. Chiffre d'affaires record à 7 milliards 420 millions d'euros. Carnet de commandes à 46 milliards 600 millions d'euros, soit plus de 6 ans de production déjà payée. 220 Rafales en commande ferme. 26 appareils livrés en 2025, 28 prévus en 2026 avec une trajectoire vers 60 appareils par an à l'horizon 2030. Et pour soutenir cette montée en cadence, Dassault a ouvert en septembre 2025 sa première usine nouvelle depuis les années 70 à Cergy, dans le Val d'Oise. 600 ingénieurs et techniciens qui fabriquent des sections de fuselage uniquement parce que les chaînes de Mérignac ne suffisaient plus à absorber le volume de commandes. Le problème de Dassault en 2026, ce n'est pas de vendre, c'est de produire assez vite. Chaque Rafale supplémentaire commandé représente une position supplémentaire dans une file d'attente qui mobilise déjà l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, la Grèce, la Serbie. Plus de 500 sous-traitants français travaillent en flux tendu pour alimenter cette chaîne. Des forges, des ateliers d'électronique, des laboratoires de systèmes de mission. Le tissu industriel, associé au programme, tourne à un régime que personne n'avait connu depuis des décennies. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Regardez ce qui s'est passé lors des grandes compétitions perdues. En 2002, la Corée du Sud choisit le F-15K de Boeing sous pression diplomatique américaine. Résultat, une dépendance totale au Pentagone pour la maintenance et les mises à jour. Dassault, lui, ouvre son compteur export en 2015 avec l'Égypte et ne s'arrête plus. En 2013, le Brésil signe avec Saab pour 36 Gripen. 12 ans plus tard, les dépassements de coûts s'accumulent, le transfert de technologie vers Embraer s'avère bien plus complexe que prévu. Et le programme fait l'objet d'investigations judiciaires pour soupçons de corruption. Dassault, lui, enchaîne l'Égypte, le Qatar, l'Inde, les Émirats, la Grèce, l'Indonésie, la Croatie, la Serbie. Et en 2021, l'Australie annule un contrat sous-marin géant avec Naval Group pour rejoindre AUKUS. 3 ans plus tard, aucun sous-marin australien en vue. Naval Group lui signe aux Pays-Bas et propose son Barracuda à la Grèce. Le mécanisme se répète avec une régularité troublante. Le refus est public, médiatisé, présenté comme la preuve d'une faiblesse commerciale française. Et quelques années plus tard, la réalité industrielle impose son verdict beaucoup plus discrètement. Ce qui rend le Rafale différent de tous les autres chasseurs disponibles sur le marché mondial tient à quelque chose qu'on ne voit pas sur une fiche technique. Son radar est conçu à Eulencourt. Ses réacteurs sont fabriqués à Gennevilliers. Son système de guerre électronique est développé en France. Ses missiles, son système de commande de vol, ses logiciels de mission, tout est produit sur le territoire national par des entreprises françaises sous contrôle exclusivement français. Quand un pays achète un Rafale, il achète un avion qui peut voler où il veut, quand il veut, contre qui il veut, sans accord préalable de Washington, sans veto possible de Berlin, sans dépendance à Moscou pour les pièces moteurs, sans Pékin dans la boucle pour les mises à jour radar. C'est une propriété que peu d'avions au monde peuvent revendiquer. Et c'est précisément cette propriété que les acheteurs commencent à mettre en tête de leurs critères, pas après l'avoir lu dans une brochure, mais après avoir regardé ce qui arrive à ceux qui ont fait un autre choix. La Turquie, exclue du F-35 du jour au lendemain pour une décision politique qui n'avait rien à voir avec ses capacités de pilotage. L'Arabie Saoudite, coincée dans un programme Typhoon partiellement gelé parce qu'un partenaire sur 4 avait dit non. La Colombie, avec un moteur qui attendait une licence dans un bureau à Washington. L'Inde, qui a quitté un programme de développement conjoint avec la Russie après avoir compris que le partenaire ne partagerait jamais vraiment les données critiques. La liberté ne figure sur aucune fiche technique. Elle ne s'exprime pas en kilonewtons de poussée ou en kilomètres de portée radar. Mais elle est exactement ce pourquoi 10 pays volent aujourd'hui sur Rafale et ce pourquoi 20 autres regardent avec attention la file d'attente devant l'usine de Mérignac.